8h16, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité Michel Barnier, ancien négociateur de l'Union européenne pour le Brexit et membre du Conseil stratégique des Républicains. Bienvenue à vous et bonjour Michel Barnier. Bonjour aux éditeurs d'Europe 1. Avant d'évoquer avec vous la situation économique et politique française et européenne et votre livre intitulé La Grande Illusion chez Gallimard, les propos de Jean-Luc Mélenchon ont provoqué un vif tollé. Ce dernier a affirmé hier que nous aurons forcément un grave incident ou un meurtre. Cela a été Mera en 2012 et que tout était écrit d'avance pour la présidentielle afin de montrer du doigt les musulmans. Est-ce que pour vous, Monsieur Barnier, Jean-Luc Mélenchon est encore dans le champ républicain ? À cet instant, je pense aux victimes, à leurs familles. Les deuils sont toujours là, les blessures sont toujours là. Et je trouve indigne que l'on instrumentalise ces attentats, ces drames, cette douleur qui est toujours là à des fins d'argumentation politique ou de conjoncture politique, dont je ne vois pas bien l'intérêt d'ailleurs. Donc ce sont des propos que je trouve indignes de la République, indignes du respect que l'on doit aux victimes. Et indigne de la République, dites-vous. Ma question était, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, qui est candidat à la présidentielle et qui a un poids quand même qui est le sien dans le système politique français, est encore dans ce champ républicain selon vous ? Personne ne peut dire que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un élu républicain. Mais je trouve que les propos qu'il a tenus, pour le besoin d'une démonstration, ne sont pas dignes du respect que l'on doit aux victimes de ces attentats. Nous ne sommes pas sortis encore définitivement, bien sûr, Michel Barnier, de la crise pandémique. Toutefois, et ça fait du bien aussi d'entendre quelques bonnes nouvelles ou quelques signes, la consommation des ménages en France se maintient. L'économie française redémarre déjà. Et si vous avez écouté le journal de 8h tout à l'heure, eh bien, la France attire de nombreux investissements. Comment vous expliquez cette résistance hexagonale ? D'abord, c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait cette reprise, même s'il y a évidemment un effet de rattrapage. Les Français ont besoin de retrouver une vie normale. Je suis sur le terrain chaque semaine, pendant 3 jours, cette semaine dernière en Bretagne, la semaine d'avant dans le Grand Est, je serai en Occitanie cette semaine, et on voit bien partout que les entreprises ont besoin, ont envie de redémarrer. Donc c'est une très bonne nouvelle que cette reprise, même s'il y a un effet de rattrapage. La question, c'est comment vous transformer ce rattrapage conjoncturel au sortir, et nous ne sommes pas encore complètement sortis de cette crise terrible du Covid, comment on le transforme en une relance durable, en une croissance durable. Et donc il va falloir mobiliser d'autres moyens. C'est-à-dire ? Parce que hier, sur cette antenne, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a affirmé, par exemple, qu'on a échappé à la vague de faillite parce que le gouvernement a protégé l'économie et qui va continuer à l'accompagner. Oui, mais toutes ces mesures de protection conjoncturelle, le chômage partiel que le gouvernement a bien fait d'activer, ça ne peut pas durer éternellement. Dès l'instant où nous retrouvons une reprise et que ce rattrapage se confirme. La question, c'est comment vous faites le pari de l'activité ? Ce pays a besoin de redémarrer. Il a des problèmes, nous avons des problèmes structurels très graves. Il a aussi des ressources et des ressorts, notamment dans ces petites et moyennes entreprises sur le terrain. La croissance, elle reviendra, à mes yeux, des territoires. Elle ne tombera pas d'en haut, elle reviendra d'en bas. En revanche, le futur gouvernement devra encourager cette reprise et cette relance durable par des outils nouveaux, et je pense notamment à des fonds souverains ou un fonds national souverain, peut-être un grand emprunt, investir ensemble dans l'avenir. Voilà la question. Un grand emprunt donc à lancer pour stimuler cette activité, cette reprise. Vous voyez bien, la collecte d'épargne est considérable. Les Français épargnent beaucoup, et ils ont d'ailleurs beaucoup épargné pendant cette crise. Moi, je pense qu'il y a le moyen d'orienter cette épargne vers l'investissement, que les Français investissent dans la France. Et notre pays doit avoir aussi, pour avoir cet élan collectif, une ambition très forte, qui est, de mon point de vue, d'être ou de devenir, dans 10 ou 12 ans, la première puissance économique, agricole et écologique d'Europe. C'est possible, c'est notre portée, je connais bien... L'agriculture notamment, pas et seulement d'autres. l'agriculture, il y a des tas d'atouts dans notre pays. Dans les technologies, il y a des milliers de petites entreprises qui ont la capacité d'être parmi les premières d'Europe, et je pense que notre pays doit avoir cette ambition collective. En tout cas, moi, je veux porter cette ambition. Mais le président que la France ne soit la l'a-t-il pas, première puissance Monsieur Barnier ? européenne. Est-ce que Emmanuel Macron a cette ambition ? Parce
que lui, il veut évidemment stimuler cette activité, cette reprise par la réforme des retraites, stimuler ainsi finalement le travail. Est-ce que c'est un volontarisme que vous encouragez ? Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on veut faire la réforme des retraites pour faire repartir l'économie. Ce sont des questions différentes. Travailler plus longtemps, ça peut être aussi un stimuli, évidemment, pour l'économie. Il faudra dire la vérité aux Français. Avec le temps de vie qui s'accroît, le temps de travail qui s'allonge, on va devoir travailler plus longtemps. Donc il faudra dire cette vérité. Mais avoir le débat sur les retraites qui est indispensable pour sauvegarder notre système de retraite, c'est un sujet qu'il faut traiter au bon moment. Est-ce que c'est le bon moment ? Parce que le président semble évoquer cette dernière année qui ne veut pas être une année d'immobilisme pour lui. Oui, je sens bien qu'il y a une forme d'agitation, là maintenant, à quelques mois des élections présidentielles. Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce qu'on a la sérénité nécessaire ? Moi, je pense qu'il faut ouvrir ce débat, il faudra le mener, je viens de vous le dire. Ce n'est pas le seul, mais je trouve qu'il y a plein d'idées qui sortent en ce moment, de la suppression des préfets que je ne comprends pas et que je n'approuve pas à cette réforme des retraites. Est-ce que c'est le bon moment ? Oui, peut-être pour poser la question. Vous me direz qu'on aurait pu la poser. Oui, mais est-ce qu'il y a un bon moment ? Est-ce qu'il y a un bon moment ? Est-ce que vous craignez, dites-nous ce que vous craignez, est-ce que vous craignez une rentrée sociale mouvementée finalement ? Je souhaite que l'on rassemble les Français, que l'on évite les débats qui divisent, comme ceux que M. Mélenchon a ouverts. Les Français sont trop dos à dos actuellement. Il faut jouer plus collectivement. Il faut que la gestion du pouvoir soit moins solitaire et parfois arrogante. Je pense qu'il faut que ce pays soit mis ensemble et que le pays soit rassemblé. C'est l'urgence actuellement, et donc se concentrer sur les sujets importants qui sont ceux de l'autorité de l'État, de respect de... Donc c'est un préalable pour vous, avant toute réforme là, pour cette dernière année, compte tenu du contexte du pays, de la crise dont nous sortons, vous dites rassembler d'abord avant de réformer. Qui pense que cette réforme des retraites, qui n'a pas été réussie, qui a été manquée, pourrait se faire maintenant en quelques mois, en plein débat présidentiel, personne ne le pense. Enfin, qu'on en parle, c'est très bien. Tout débat a une valeur pédagogique. Mais je pense que le grand débat doit être ouvert avec plus de sérénité au lendemain des élections présidentielles et sur la foi et sur la base de ce qu'ont dit les différents candidats. Voyons également ce qui se passe évidemment outre-Manche et puis notamment au Royaume-Uni avec votre livre La Grande Illusion chez Gallimard. D'abord une question, Monsieur Barnier, conséquence directe du Brexit, des Européens refoulés à l'entrée du Royaume-Uni, des étudiants, des travailleurs placés même en détention provisoire à leur arrivée à l'aéroport. C'est quoi ? C'est une forme de zèle selon vous ? Oui, j'ai vu cette situation à quelques frontières. Probablement des fonctionnaires qui n'ont pas reçu d'instruction ou le temps de l'adaptation, mais comme je l'ai dit dans ce livre, La Grande Illusion, où j'ai décrit jour par jour, j'espère de manière intéressante et imagée, cette longue négociation de 4 ans et demi, le Brexit a des conséquences considérables qui ont été sous-estimées, qui n'ont pas été expliquées au Royaume-Uni et pas préparées, humaines, sociales, économiques, financières, techniques, juridiques. Et donc on est là. Le Brexit, c'est pas, on dirait en anglais, ce n'est pas business as usual. Il y a beaucoup de changements. Alors bien sûr, nous avons évité, grâce à cette négociation, de mettre des taxes, des tarifs douaniers sur les échanges. Ça protège l'agriculture, l'emploi, les exportations. Mais on n'a pas empêché, au contraire, on a recréé des barrières avec le Royaume-Uni puisqu'ils ont quitté le marché unique. Certes, mais la reprise économique est plus rapide qu'en Europe, au Royaume-Uni. Un exemple précis, Monsieur Barnier, le secteur des services britanniques en particulier explose, laissant entrevoir un taux de croissance, entendez bien, du PIB du Royaume-Uni spectaculaire au second trimestre 2021. Le Royaume-Uni post-Brexit s'en sort bien. Tant mieux. Mais c'est pas ce qu'on nous avait dit. On nous avait dit que ce sera une catastrophe. Là, vous êtes au Royaume-Uni comme en France aujourd'hui, avec peut-être un peu de décalage dans une reprise conjoncturelle et un effet de rattrapage. Tant mieux pour le Royaume-Uni. Moi, j'ai mené cette négociation avec beaucoup de respect. On l'a noté, beaucoup de calme, même si j'ai subi beaucoup de campagnes de division et de contournement. Je souhaite le progrès, je souhaite le succès au Royaume-Uni. Mais ce que je sais, c'est que tout seul aujourd'hui, puisqu'il a choisi d'être solitaire, ce sera plus difficile qu'être ensemble, mais on a envie de comprendre, Monsieur Barnier. Je le dis à nos auditeurs, pour l'idée que je me fais de la souveraineté nationale, pour l'idée que je me fais de nos pays et de leur capacité de résister, de se défendre face aux États-Unis, à la Chine ou à la Russie. Le Royaume-Uni vient d'annoncer un accord de libre-échange avec 3 pays européens, la Norvège, l'Islande, Liechtenstein, le tout pour renforcer son rayonnement commercial. En quoi le Brexit a été une catastrophe, comme l'on dit ? Non pas vous, certains politiques et même éditorialistes. Non mais attendez, que le Royaume-Uni signe des accords avec tous les pays avec lesquels nous étions liés, et il était lié
oublié avant, il doit tout reconstruire. Savez-vous qu'ils ont quitté, en quittant l'Union européenne, 600 accords, dont ceux-là, avec le Liechtenstein, l'Islande ou la Norvège. Il faut qu'ils reconstruisent les accords. C'est normal, c'est nécessaire pour eux. Mais il n'y a rien de plus, il n'y a rien de mieux qu'avant. Donc je ne vois pas l'intérêt de comparer le Brexit avec ça. C'est une conséquence du Brexit. C'est une conséquence du Brexit. Il faut dire la vérité aux électeurs et aux citoyens. Je dis simplement qu'être ensemble aujourd'hui, c'est une chance pour notre souveraineté nationale, pour la défense de nos intérêts, pour ne pas être tout simplement sous-traitants ou sous influence des Chinois et des Américains. Moi, je ne me suis pas engagé en politique derrière le général de Gaulle il y a quelques années pour qu'on soit sous-traitants. À vous entendre depuis tout à l'heure, il y a un mot, en tous les cas, qui revient souvent derrière votre discours, Monsieur Barnier, c'est le mot d'unité. Vous êtes un montagnard et en bon montagnard, vous mettez un pied devant l'autre. Mais l'objectif, évidemment, c'est 2022. Comment vous donnez-nous un argument ce matin selon lequel vous seriez l'homme de cette unité à droite? Est-ce que c'est à moi de dire cela? J'ai un parcours politique fait d'expérience locale et de respect pour les gens qui travaillent dans les territoires. J'ai été élu président de la Savoie pendant presque une vingtaine d'années, à la fois plusieurs fois membre du gouvernement, et c'était un grand honneur. J'ai cette expérience européenne et internationale. Je veux mettre tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait, tout ce que je peux faire au service de mon pays, d'abord de ma famille politique. Et puis j'espère qu'il y aura une réflexion lucide pour aboutir à la création d'une équipe de France dans cette famille politique. Nous avons la capacité, il y a beaucoup de talents dans cette famille, pas encore de force collective, mais il y a beaucoup de talents. Je voudrais participer à les mettre autour de la table et qu'on désigne un chef d'équipe. Voilà ce dont il est question, parce que je pense que l'équipe de notre pays a besoin d'une droite républicaine forte qui travaille avec le centre. Nous avons besoin de cette force d'alternance. Et on note que vous faites référence à votre famille politique, mais qu'est-ce qui vous différencie d'Emmanuel Macron ? J'ai pas envie de me déterminer ou de me différencier. Je n'ai jamais fait de campagne électorale. J'en ai fait beaucoup dans ma vie contre les autres. Je pense que les Français ont envie de voter pour un projet, pour quelqu'un positivement. Probablement, je vous l'ai dit tout à l'heure, une question de méthode. D'abord, il y a dans ce pays trop de gens dos à dos, trop de divisions, trop de fractures, et je pense que ça n'a pas été bien de gérer le pays de manière solitaire, en ne faisant pas confiance au Parlement, en ne faisant pas confiance aux élus locaux, en ne faisant pas confiance aux syndicats. Et je pense que ce pays a besoin qu'on fasse appel à son intelligence collective. Le candidat de la droite n'est-il pas déjà à l'Élysée, Monsieur Barnier ? Je ne crois pas, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Emmanuel Macron n'est-il pas un homme de droite ? C'est pas à moi de le dire. Je veux dire, il y a des réformes qu'il a pu faire ou qu'il a tenté qui peuvent rejoindre celles que nous souhaitons. Moi, je pense au contraire que quand on regarde ce que fait l'exécutif actuel, notamment dans la région PACA, où il y a un bon président, Renaud Muselier, qu'on a essayé de déstabiliser par des opérations qui n'étaient pas très il s'est un peu déstabilisé tout seul, à voir les choses en vrai. Je ne le crois pas. Je pense qu'il mérite la confiance des électeurs de cette grande région. Je le soutiens sans hésitation. Et je pense et je souhaite qu'il soit réélu. Vous voyez bien que le jeu de l'exécutif a été de faire le vide entre lui et Madame Le Pen, et je pense que c'est jouer avec le feu. Merci Michel Barnier d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. On rappelle le titre de votre ouvrage, La Grande Illusion chez Gallimard. Merci encore.